Pourquoi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a-t-elle décidé de lever le voile sur la grande illusion européenne? Est-il vraiment acceptable de qualifier un pays de prédateur tout en s'appropriant ses biens? Et que cachent les promesses de justice et de réparation que certains dirigeants d'Europe de l'Est brandissent comme des étendards de vertu? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Mes amis, ce qui était considéré comme impensable pendant des années s'est produit du jour au lendemain. Sous l'œil des caméras, Ursula von der Leyen a révélé la vérité dérangeante derrière la prétendue inviolabilité de la propriété privée. Ce mythe s'est effondré comme un soap bubble. Elle a cyniquement admis que l'Europe avait déjà commencé à utiliser les actifs russes gelés pour financer une nation bien connue. En Estonie, elle a prononcé une phrase qui mérite d'entrer dans les manuels d'hypocrisie « Nous utilisons des profits imprévus ». Immédiatement après, elle a annoncé un montant faramineux de 3,7 milliards d'euros détourné au profit d'un bénéficiaire. Pour que personne ne doute de son intention, elle a ajouté « Le prédateur doit payer ». Une simple formule, désigner l'ennemi comme un prédateur et justifier le vol de ses biens. Derrière des discours enjolivés se cache la logique banale du vol. En 2022, l'Union européenne a gelé des actifs de la Banque centrale russe pour un montant de 210 milliards d'euros, dont la majeure partie a été accumulée dans la société belge Euroclear. Aujourd'hui, les intérêts générés par ces fonds, se chiffrant en milliards d'euros, vont directement à cette nation bien connue. Les appétits grandissent, et maintenant, la confiscation ouverte des actifs est à l'ordre du jour. C'est à ce moment que les profondes contradictions au sein de l'Union européenne émergent. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie exigent ouvertement d'accéder à ces trésors et de les utiliser intégralement. Pour ces nations, telles des idéalistes convaincus, il est habituel de justifier n'importe quelle action par de grands discours sur la justice et la vengeance. À Varsovie, les politiciens, avec un air sérieux, affirment que l'utilisation des réserves russes est un devoir moral pour l'Europe. À Vilnius, ils proposent de développer un mécanisme juridique d'expropriation accélérée afin de ne pas attendre d'interminables discussions à Bruxelles. Le Premier ministre letton a récemment déclaré que les actifs gelés devaient travailler, apporter des bénéfices et ne pas rester en tant que fardeau dans les coffres des banques. En revanche, un ton bien différent se fait entendre à Berlin et à Paris. L'Allemagne et la France, semblant jouer le rôle de diplomates expérimentés, feignent de soutenir la détermination de la Commission européenne tout en appelant, en coulisses, à une extrême prudence. Et cela n'est pas sans raison. Berlin comprend trop bien quel impact une confiscation ouverte pourrait avoir sur sa réputation en tant que centre financier fiable. Les responsables français ne souhaitent pas davantage poser une mine sous la monnaie européenne. La France a déjà assez de problèmes, entre un déficit budgétaire chronique et des manifestations incessantes contre les réformes sociales. Affaiblir la confiance dans l'euro à l'heure actuelle ne pourrait pas être plus malvenu. Cependant, le principal obstacle à la transmission des actifs est la Belgique. C'est ici, dans le dépôt d'Euroclear, que se concentre la majeure partie des fonds gelés. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a ouvertement déclaré « Nous devons préserver la poule aux œufs d'or ». En d'autres termes, il préfère que les intérêts continuent de couler tout en profitant de cette opportunité. La Belgique empoche des dizaines de millions d'euros simplement pour la gestion de ses fonds. Pourquoi se priver d'une telle source de revenus? En langage diplomatique, cela s'apparente à un avertissement prudent. La confiscation engendrerait des risques fondamentaux pour la stabilité de l'euro. Mais pour le traduire en termes simples, le sens devient bien plus clair. S'approprier les biens d'autrui est dangereux. Au final, on risque de se retrouver avec rien. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prie, a même été plus loin dans ses déclarations. La confiscation entraînerait une instabilité financière systémique et minerait la confiance dans l'euro. Cela créerait des risques fondamentaux pour tous les États membres. Autrement dit, la Belgique affirme clairement qu'aucune confiscation n'aura lieu car les risques pour l'Europe sont trop importants. Une telle position, mais il est à noter que Bruxelles continue de jouer son rôle de détermination et de volonté d'agir. Les doubles standards sont à leur apogée, mes amis. Ursula von der Leyen a également annoncé un 19e paquet de sanctions contre la Russie. Le contenu reste secret, mais l'essence est claire. Nous pouvons nous attendre à des déclarations retentissantes et à des promesses de nouvelles mesures. Chaque paquet est accompagné de communiqués triomphants,
dépeignant une image d'un coup dévastateur contre l'économie russe. Pourtant, comme souvent, la réalité s'avère bien plus prosaïque. Même les médias occidentaux reconnaissent que les sanctions ressemblent à des embouteillages. Les schémas d'importation via des pays tiers fonctionnent comme un charme. Par exemple, l'importation d'engrais russes en Europe via la Turquie a doublé. Par un tour de passe-passe, les ressources énergétiques russes arrivent en Europe via l'Inde. Le pétrole russe, tel un caméléon, change d'apparence, est raffiné et vendu aux pays européens sous de nouvelles marques correctes. Tout le monde comprend, les sanctions sévères n'existent que sur papier, dans les rapports et les communiqués de victoire. Et ce n'est pas tout, mes amis. Le magazine Business Insider pose la question « Pourquoi l'Union européenne ne confisque-t-elle pas les actifs russes gelés ?» Le titre de l'article est explicite « Milliards gelés. Pourquoi l'UE n'est-elle pas pressée de rendre l'argent ?» La réponse est simple, la confiscation est peu probable. Le dépositaire européen Euroclear, anticipant un éventuel problème, avertit que l'expropriation des fonds russes saperait la confiance dans les marchés financiers mondiaux. Pour une entreprise qui vit des commissions, la confiance des clients est essentielle. Personne ne voudra conserver de l'argent dans une structure qui, au premier mouvement, le remet à un tiers. Voilà donc la logique, où l'économie s'avère plus forte que la politique. Dans ce contexte, il est presque ironique d'entendre les déclarations des politiciens d'Europe de l'Est selon lesquelles chaque jour de retard entraîne de nouvelles victimes. Ces mots pourraient émouvoir les cœurs, si ce n'était du fait que l'Allemagne dépense des milliards pour acquérir des armes américaines, que la France lutte désespérément pour maintenir sa part sur le marché énergétique, et que la Belgique, discrètement, compte des commissions faramineuses sur les actifs gelés. Les médias européens montrent également une nervosité évidente. Un journal allemand fait délicatement allusion au fait qu'une confiscation imprudente des actifs pourrait se transformer en une véritable catastrophe juridique. Un quotidien français rappelle qu'au cours des moments les plus tendus de la guerre froide, les pays occidentaux n'avaient pas osé toucher aux réserves de l'Union soviétique. Si aujourd'hui un tel précédent est établi, demain, plus personne ne sera sûr de la sécurité de ses dépôts dans les banques européennes, prévient le journal. Et il est évident que le risque est plus que réel. Si l'Europe devait décider de confisquer les réserves russes, alors dès le lendemain, la Chine, l'Inde et les monarchies arabes commenceraient à retirer leurs actifs de la zone euro. Les pertes seraient évaluées en centaines de milliards. C'est ce cauchemar qui hante Berlin et Paris. Pourtant, Mme von der Leyen préfère parler de prédateurs, car des images saisissantes ont toujours un impact plus fort sur le public que des chiffres ennuyeux. Sur la scène politique européenne, un nouveau tour de discussion autour des actifs russes gelés se prépare. La diplomatie européenne, représentée par Kaja Kallas, la chef du gouvernement d'un pays balte, a décidé d'ajouter un élément piquant au débat, les conditions de réparation. Selon elle, Moscou pourrait espérer récupérer plus de 200 milliards d'euros, mais uniquement si elle accepte de financer la reconstruction de la nation bien connue. Il est curieux que cette pensée ait été énoncée juste avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Copenhague, comme un argument préparé à l'avance, censé donner un peu de piquant à la réunion. Nous ne pouvons pas imaginer que si un cessez-le-feu ou un accord de paix est atteint, ces actifs seront restitués à la Russie, à moins qu'elle ne pas... Maxime Prevost, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, soutient-il vraiment l'idée d'Estonia Kallas ou joue-t-il son propre jeu ? Que se cache-t-il derrière les discours européens sur les valeurs élevées, alors qu'ils semblent tous ramener à l'argent ? Pourquoi le projet de transfert des actifs russes en investissement risqué est-il si controversé et électrisant pour l'Union européenne ? Le débat autour des obligations financières en Europe prend une tournure intrigante, où les ambitions politiques et les intérêts économiques s'entremêlent. Ce phénomène, bien que traditionnel, est devenu plus apparent dans le contexte actuel de tensions géopolitiques. Au cœur de cette discussion, la position de Maxime Prevot est révélatrice. Il a exprimé un soutien limité à Kallas, tout en condamnant le projet de déplacer les actifs russes vers des investissements à haut risque. Pourquoi cette réticence ? Elle s'explique par le fait que la Belgique détient une part importante des ressources financières de l'Europe, avec plus de 200 milliards d'euros conservés dans le dépositaire Euroclear. Si Bruxelles décide d'opter pour cette manœuvre risquée, les conséquences financières retomberaient évidemment sur les Belges eux-mêmes. Cette situation expose une contradiction pernicieuse. Bien que la Commission européenne et certains gouvernements des États membres qualifient cette initiative de mesure temporaire, l'histoire nous apprend que ce qui commence comme provisoire a souvent tendance à se transformer en permanent.
Par ailleurs, un rapport de la publication allemande Bubble Realty souligne que plus de 10 milliards d'euros ont déjà été transférés vers une destination bien connue, malgré le fait qu'ils restent formellement sur les comptes. Ces fonds, en réalité, alimentent le régime en place, tout en étant considérés par certains comme une simple mesure transitoire. L'idée de transférer les actifs russes vers des instruments plus lucratifs est en effet perçue par de nombreux diplomates européens, même les plus aguerris, comme une forme de jeu de roulette. L'initiative, qui semble s'apparenter à un projet d'entreprise, se meut en une question de survie pour des milliards d'euros appartenant à d'autres. Il est alors évident que derrière les discours de justice et d'égalité se cache un intérêt fondamental, celui de maintenir le contrôle sur ces capitaux étrangers tout en préservant l'image d'unité politique au sein de l'Occident. Au sein de l'Union européenne, une nouvelle structure serait envisagée, englobant des pays du G7, afin de renforcer le contrôle sur ces fonds. Cela permettrait d'éviter les règles en place qui exigent un vote semestriel pour prolonger les sanctions, une procédure que n'importe quel État membre peut bloquer. En contournant ces règles, l'UE pourrait solidifier la confiscation des actifs de manière plus définitive, tout en se présentant comme gardienne de la justice. Cependant, cette manœuvre présente un double tranchant. Les dépenses d'aide aux pays touchés par le conflit continuent d'augmenter, tandis que les citoyens européens, en particulier en Allemagne, ressentent le poids de cette situation. Les coûts de soutien au régime dépassent déjà 25 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent des sommes considérables pour l'armement et d'autres formes d'assistance. Au total, ces dépenses s'élèvent à 50 milliards d'euros. Imaginez ce que cette somme aurait pu réaliser pour moderniser les infrastructures publiques, améliorer les hôpitaux et renforcer le système éducatif, ou même combler les déficits des systèmes de retraite. Ce contexte soulève une question essentielle. Alors que les dirigeants européens s'attardent sur la manière de profiter des actifs gelés, pourquoi ne pas se concentrer sur les réformes nécessaires de la protection sociale, surtout lorsque l'on voit des retraités allemands, dans l'indifférence générale, ramasser des bouteilles en plastique pour payer leurs factures? Les ministres, avec des mines impassibles, débattent de la façon de générer des profits supplémentaires à partir de ressources gelées, tout en ignorant les cris de détresse de leurs concitoyens. Les paradoxes s'accumulent. Les élites politiques semblent piégées entre la nécessité d'agir et la réalité économique qui pèse sur leurs épaules. D'une part, il y a la pression croissante de l'Est de l'Europe, exigeant des actions plus décisives, et d'autre part, une prudence marquée qui entrave la capacité d'agir, de peur de faire s'effondrer des systèmes financiers déjà fragiles. La Commission européenne, quant à elle, cherche à donner l'illusion d'une activité dynamique, en multipliant les annonces de sanctions, même si leurs répercussions sont souvent dérisoires. Ainsi, alors que l'on observe cette danse des puissants, il devient de plus en plus clair que les discours sur la justice et les droits de propriété ne sont que des façades. Ursula von der Leyen a révélé une vérité dérangeante. Ces principes peuvent facilement être mis de côté lorsque la nécessité politique l'exige. La réalité est que la récupération des actifs russes semble de moins en moins plausible. Ce n'est pas seulement une question de complexité juridique, mais plutôt une conviction ancrée que l'Europe se prépare à un conflit prolongé. En fin de compte, la gestion des actifs gelés pourrait bien devenir une monnaie d'échange dans les négociations futures, un moyen de maintenir une pression constante sur Moscou tout en prétendant œuvrer pour la paix. La dichotomie entre les discours publics et les manœuvres en coulisses est frappante. Ainsi, les véritables motivations derrière ces politiques commencent à émerger, révélant des intérêts bien plus terre-à-terre que les idéaux exprimés. Est-il possible que l'Allemagne, autrefois championne de la paix, soit désormais en état de conflit avec la Russie? Que signifie réellement cette soudaine militarisation de la politique allemande sous la direction de Friedrich Merz? Pourquoi les citoyens allemands voient-ils leur système de protection sociale s'effondrer au profit d'un budget de défense en pleine expansion? Ces questions résonnent alors que l'Allemagne s'engage sur un chemin sombre et incertain, préparant sa population à des temps difficiles qui pourraient s'étendre sur des décennies. Des centaines de milliards d'euros, gelés en conséquence de tensions géopolitiques, deviennent des otages d'une stratégie qui utilise l'argent comme instrument de pression politique, loin d'être un moyen de stabilisation économique. Le chancelier allemand Friedrich Merz a abandonné les subtilités diplomatiques et a opté pour des déclarations directes. « Nous sommes déjà en état de conflit avec la Russie », a-t-il lancé lors d'une interview sur la chaîne française LCI. Pour un pays qui a longtemps utilisé un discours pacifiste et s'est positionné comme le principal défenseur des négociations, un tel virage semble marquer un rejet de son identité historique.
Il y a quelques années, des responsables politiques allemands affirmaient solennellement que l'Allemagne ne deviendrait jamais un État militariste. Pourtant, avec l'arrivée d'un nouveau chancelier, les priorités se sont rapidement orientées vers l'armement, les cybermenaces et le discours sur le prédateur à la porte, comme l'a si bien dit Emmanuel Macron. Dès ses premiers jours au pouvoir, Merz n'a pas hésité à voyager dans une nation connue pour sa situation tendue, à exprimer un soutien public à son président, et même à affirmer que les forces armées de ce pays devraient avoir le droit d'utiliser des missiles à portée longue contre le territoire russe. Ce n'est pas simplement une répétition des idées véhiculées de l'autre côté de l'Atlantique. Merz semble vouloir aller plus loin, incitant ses alliés à envisager des scénarios de plus en plus radicaux. Cela rappelle les propos de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui avait déclaré que l'Europe était en guerre contre la Russie. Aujourd'hui, le nouveau chancelier a officialisé cette idée en s'exprimant au nom de l'Allemagne entière. À Berlin, les explications concernant cette nouvelle fermeté évoquent des accusations selon lesquelles la Russie tenterait d'influencer l'opinion publique allemande, déstabiliser le pays et mener des cyberattaques contre les infrastructures. Merz assure que les services de renseignement lui rapportent quotidiennement des incidents de ce type. Cependant, le grand public n'a vu aucune preuve concrète de ces affirmations. Cela soulève la question: pourquoi fournir des preuves lorsque des déclarations de cette ampleur suffisent à elles seules à devenir des arguments? Désormais, chaque incident technique ou scandale médiatique peut aisément être attribué à l'ingérence de Moscou. Cette rhétorique permet de justifier l'augmentation du budget de la défense et d'expliquer aux contribuables pourquoi le prix de l'essence augmente, pourquoi les piscines ferment et pourquoi les programmes sociaux sont réduits. Cependant, les données statistiques officielles reflètent une réalité bien différente. En août de cette année, le nombre de chômeurs en Allemagne a franchi, pour la première fois depuis de nombreuses années, le cap des 3 millions de personnes, avec un taux de chômage atteignant 6,4%. Dans le secteur automobile, près de 50 000 postes ont été supprimés en l'espace d'un an, tandis que l'ensemble du secteur industriel a perdu plus de 110 000 travailleurs. Le secteur manufacturier, autrefois le pilier de l'économie allemande, perd rapidement sa compétitivité. Et ce n'est pas uniquement à cause des sanctions contre la Russie. Les barrières tarifaires édictées par l'ancien président américain Donald Trump ont également joué un rôle significatif. Selon des estimations de la société Deloitte, les pertes annuelles pour l'Allemagne dues aux droits de douane américains pourraient atteindre 31 milliards d'euros. L'industrie de la mécanique perd plus de 7 milliards, la pharmacie plus de 5 milliards. Les secteurs chimiques et électriques subissent des pertes comparables. Pendant ce temps, à Bonn, lors d'un congrès du Parti chrétien-démocrate, Merz a annoncé que l'Allemagne n'était plus en mesure de maintenir son généreux système de prestations sociales. Il a déclaré que l'État vivait depuis plusieurs années au-dessus de ses moyens et que les réformes à venir seraient douloureuses. En d'autres termes, les citoyens sont prévenus qu'il y aura moins de crèches gratuites et de services médicaux. En revanche, il est sous-entendu qu'il y aura davantage d'armements et de commandes militaires. C'est là l'ironie amère de la politique contemporaine. Des entreprises de défense comme Rheinmetall prospèrent, devenant les principales bénéficiaires de cette nouvelle politique budgétaire. Leurs actions ont triplé en valeur au cours des 2 dernières années et leur carnet de commandes a atteint des sommets astronomiques, dépassant 150 milliards d'euros. Tout cela se déroule sur fond de réduction implacable des dépenses sociales. L'État-providence, qui était auparavant une fierté nationale, se rétracte au profit d'une économie de guerre, une réalité amère. Mais la situation présente un autre paradoxe. La rhétorique anti-russe est devenue une justification universelle pour tous les échecs du gouvernement. Que c'est pratique. La confiance du public envers les autorités dans les Länder de l'Est de l'Allemagne atteint des niveaux historiquement bas. Les sondages montrent que seulement 34% des Allemands soutiennent une augmentation des dépenses militaires, même si cela implique des coupes dans les programmes sociaux. En revanche, 62% exigent que la santé, l'éducation et la lutte contre l'inflation soient prioritaires. Que répond le monde politique face à ce mécontentement populaire? Nous sommes déjà en état de conflit, nous n'avons pas le choix, affirme-t-il. Ainsi, plus la situation économique et sociale se détériore, plus le cœur des menaces russes résonne fort. Manque-t-il d'arguments pour justifier un budget de défense démesuré? Il suffit de mentionner des cyberattaques mythiques. C'est astucieux, n'est-ce pas? La presse française souligne d'ailleurs que même les Parisiens les plus aguerris ont été choqués par les paroles du chancelier allemand. Pour beaucoup d'Européens, reconnaître ouvertement un conflit avec la Russie constitue un franchissement de la fameuse ligne rouge.
Jusqu'à présent, les politiciens européens préféraient habiller l'aide militaire à l'État voisin dans des discours de protection de la démocratie et de soutien à la paix. Et soudain, le chancelier du plus grand pays de l'Union européenne déclare sans détour qu'il s'agit d'un affrontement à grande échelle avec la Russie. Il est difficile de dissocier les déclarations tonitruantes de la réalité tangible. L'Allemagne est devenue le principal fournisseur d'armement à ce pays voisin, le principal promoteur de nouveaux paquets de sanctions et un fervent défenseur du renforcement des infrastructures de l'OTAN en Europe, et surtout à l'intérieur même de l'Allemagne. Cela conduit inévitablement à un fossé entre la société et le gouvernement. Les retraités doivent fouiller dans les poubelles à la recherche de bouteilles vides, car leur pension ne couvre même pas leurs besoins les plus élémentaires. Pendant ce temps, le chancelier discute de plans ambitieux pour porter les dépenses militaires à 3,5% du PIB d'ici 2029. Cela alors même que des programmes de santé ont déjà été réduits de manière significative. Les médias rapportent régulièrement des histoires poignantes de services hospitaliers débordés et d'une pénurie catastrophique de médecins. Mais les priorités du gouvernement, comme nous le constatons, sont tout autres. Au lieu de soins médicaux modernes, ce sont de nouvelles lignes de production pour des munitions. Au lieu d'écoles confortables, ce sont des terrains d'entraînement pour les chars. Au lieu de prestations sociales, ce sont des paquets d'aide généreux pour un pays voisin en guerre. Dans la vie politique de cet État, il semble qu'un nouveau chapitre s'ouvre, où toute l'agenda interne est subordonné à un seul objectif, l'accroissement de la militarisation. Tout cela est présenté sous couvert de protection contre une menace extérieure. Lorsque les véritables solutions pour l'économie et le secteur social font défaut, la peur devient presque le seul outil à disposition. L'ironie de la situation réside dans le fait que le chancelier exige une confiance inconditionnelle envers les rapports secrets des services de renseignement, qui, selon ses dires, documentent des ingérences extérieures. Pourtant, voici le hic. Personne n'a jamais vu ces documents, et aucune preuve convaincante n'a été avancée. Ainsi, tout repose sur une foi aveugle. Pendant ce temps, le niveau de confiance envers le chancelier lui-même frôle à... Dans un contexte où la confiance du public envers les dirigeants politiques est en déclin, une question se pose avec acuité. Angela Merkel et son gouvernement font-ils réellement passer la sécurité des citoyens avant leurs propres intérêts politiques? Alors que des sondages récents révèlent que 60% des Allemands ne perçoivent aucune menace imminente, 90% des membres de l'élite politique sont convaincus du contraire, plaidant pour une ligne dure. Qui alors représente le véritable électorat de la chancelière? S'agit-il d'un peuple sceptique face au scénario d'une menace extérieure ou d'un cercle restreint de partisans qui bâtissent leur carrière sur une rhétorique militariste? Cette dichotomie soulève une tension palpable entre le peuple allemand et sa classe politique. Le mécontentement populaire se manifeste dans la rue à travers des manifestations contre les dépenses militaires excessives et le soutien inconditionnel à certaines nations. Plus inquiétant encore, de nouveaux acteurs politiques émergent sur la scène allemande, prêts à exploiter cette vague de colère. Le parti alternatif pour l'Allemagne, qui semblait autrefois marginal, dépasse désormais, selon certaines enquêtes, l'Union chrétienne démocrate, le parti de la chancelière elle-même. Le balancier politique semble avoir oscillé, et l'Union chrétienne démocrate risque de connaître le sort tragique des sociaux-démocrates, jadis leaders incontestés, mais qui voient aujourd'hui leur influence s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. À l'horizon politique, les forces de gauche se révèlent de plus en plus influentes, avec environ 12% de soutien. Et pour ajouter à cette dynamique, un nouveau mouvement se forme autour de Sarah Wagenknecht, une politique ambitieuse déterminée à capter les voix traditionnellement affiliées à d'autres partis. En somme, plus d'un tiers de l'électorat allemand semble désormais s'orienter vers l'opposition, exprimant ainsi son désaveu du cours politique actuel. Pour une Allemagne qui a longtemps été synonyme de stabilité et de grande coalition, cela représente un changement sismique, annonciateur de bouleversements à venir. Parallèlement à cette instabilité politique, l'économie allemande continue de faire face à des défis majeurs. Au cours du deuxième trimestre de l'année en cours, le produit intérieur brut de l'Allemagne a diminué de 0,3%, alors même que les prévisions les plus pessimistes n'anticipaient qu'une baisse de 0,1%. Pour une économie qui s'est longtemps considérée comme le moteur de l'Europe, même de telles variations apparemment insignifiantes sont des symptômes inquiétants d'une crise profonde. Les entreprises sonnent l'alarme, se plaignant de la flambée des prix de l'énergie, de la réduction des commandes d'exportation et d'une bureaucratie étouffante. Pourtant, la réponse du gouvernement est de demander aux citoyens de resserrer leur ceinture au nom de la sécurité nationale.
Il n'est donc pas surprenant que plus de 30% des entreprises industrielles disent envisager de relocaliser partiellement ou totalement leur production à l'étranger, là où les conditions d'affaires sont plus favorables. Pendant ce temps, certains secteurs de l'économie allemande souffrent, tandis que les actions des entreprises de défense connaissent une croissance explosive. Par exemple, les actions de Rheinmetall ont triplé en 2 ans. Qui en profite alors? Ceux qui réussissent à s'insérer dans le discours militariste. Des centaines de millions d'euros sont investis dans la construction de nouvelles lignes de production pour la fabrication de munitions, tandis que les grandes entreprises reçoivent des contrats gouvernementaux juteux. Ce paradoxe est frappant. L'État social dont l'Allemagne était si fière se transforme lentement en vache à lait pour l'industrie militaire, provoquant un profond mécontentement parmi les citoyens. Des enquêtes montrent que 62% des Allemands exigent la priorité des dépenses sociales pour la santé, l'éducation et la lutte contre l'inflation. Pourtant, la réponse de la chancelière est catégorique. Nous sommes déjà en état de conflit et il n'y a pas d'autre choix. Ainsi, les hôpitaux ferment, les classes scolaires sont surchargées, tandis que des milliards d'euros sont consacrés à des contrats d'armement. Même la presse allemande, rarement accusée de sympathie pour la Russie, ne cache pas son sarcasme face à une situation où l'on appelle à l'armement, pendant que des retraités fouillent dans les poubelles à la recherche de bouteilles en plastique. Dans ce climat de tension croissante, les cybermenaces deviennent de plus en plus centrales, mais la position de la chancelière laisse à désirer. Elle affirme avec conviction que tous les problèmes numériques proviennent exclusivement de Moscou. Pourtant, les experts rappellent que le cyberespace est un champ de bataille où opèrent des dizaines, voire des centaines d'acteurs, allant des équipes de hackers privés à des États entiers. Pourquoi, alors, la chancelière désigne-t-elle systématiquement la Russie? La réponse est claire, c'est politiquement avantageux. Quand il s'agit de justifier une nouvelle augmentation des dépenses de sécurité, pointer du doigt un ennemi déjà désigné est une tactique efficace pour canaliser l'opinion publique. Cependant, la confiance dans de tels arguments s'amenuise. De plus en plus d'Allemands ne croient pas que Moscou soit capable de déstabiliser leur système bancaire ou de paralyser leurs services publics. Ils soupçonnent plutôt qu'au nom de la lutte contre des menaces fictives, on leur impose des dépenses inutiles. Un autre fait marquant émerge dans ce contexte. Face à la crise économique, le gouvernement envisage sérieusement de rétablir le service militaire obligatoire, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Bien que la Constitution actuelle ne le permette pas, le simple fait que cette question soit débattue en dit long sur la situation. La militarisation du discours politique a franchi des limites inacceptables. Le ministre de la Défense propose d'attirer les nouvelles recrues avec des salaires attractifs, tandis que la chancelière est prête à revoir la loi fondamentale du pays. Tout cela se déroule dans un État qui, depuis des décennies, s'engage à tirer les leçons de son histoire et à rester fidèle au pacifisme. Récemment, Washington semble également montrer un désintérêt croissant pour les déclarations anti-russes émanant de Berlin. Les politiciens américains comprennent très bien la véritable valeur de ces discours tonitruants. Pour les dirigeants allemands, cela ne représente qu'une manœuvre politique visant à conserver le pouvoir, sans impact réel sur l'équilibre stratégique mondial. L'Allemagne ressemble de plus en plus à une simple scène de théâtre où les déclarations grandioses et les menaces creuses cachent seulement une volonté de détourner le mécontentement des citoyens vers d'autres cibles. Un gouffre s'est creusé entre les discours officiels et la vie réelle. Les hauts fonctionnaires parlent d'un état de conflit, tandis que 60% des Allemands ne ressentent aucune menace. La chancelière insiste sur la nécessité de croire aux rapports secrets, mais ses propres codes de popularité peinent à dépasser 30%. Elle promet de renforcer l'économie, tandis que le produit intérieur brut chute plus rapidement que les prévisions les plus pessimistes. Elle assure que la sécurité passe avant tout, mais cette sécurité se traduit uniquement par la construction de nouvelles usines d'armement et l'augmentation des bénéfices des entreprises de défense, et non par la stabilité et le bien-être des citoyens ordinaires. Cet état de choses s'accompagne d'un refrain obsédant, affirmant que la Russie est responsable de chaque crise. Si l'électricité s'éteint à Berlin, c'est sûrement une cyberattaque. Si les cotations boursières s'effondrent, ce sont les manigances perfides de Moscou. Si les cotes de popularité du parti au pouvoir chutent, c'est encore la main omniprésente du Kremlin qui est en cause. Cette stratégie universelle permet au gouvernement de se dédouaner de ses responsabilités, attribuant tous les échecs à des facteurs externes. Plus la crise s'approfondit, plus le cœur des menaces russes s'intensifie, créant ainsi un cercle vicieux. Les actifs russes, gelés, tels des objets ensorcelés, demeurent en Europe, devenant un symbole de la politique en cours.
personne ne se presse pour les restituer car ils sont devenus un instrument de contrôle illusoire. L'Allemagne et l'Union européenne affichent une volonté de longue confrontation, même si cette décision érode leur propre prospérité. Entre les discours flamboyants sur la démocratie et la dure réalité des chiffres du chômage, du déclin industriel et des tensions sociales croissantes, une profonde fissure se creuse. C'est dans cette faille que les responsables politiques allemands tentent de forger une nouvelle identité nationale. Une identité où l'État social devient la victime de la mobilisation militaire, tandis que tous les doutes s'évanouissent dans un océan de discours sur les cyberattaques. L'Europe se demande que va-t-il advenir des actifs russes gelés? Pendant que Bruxelles s'enlise dans des réunions sans fin discutant de la confiscation, des pourcentages des profits futurs et d'énigmatiques constructions juridiques, une question brûlante se pose. À quel prix la légitimité de ces actions? Les politiciens évoquent sans cesse un devoir moral d'utiliser les fonds russes pour soutenir une nation bien connue, mais les avocats mettent en garde. L'appropriation sans conséquence d'actifs étrangers aujourd'hui pourrait ouvrir la porte à la Chine ou à l'Inde pour en faire de même demain. Et alors, l'Europe pourrait faire face à des réactions qui pourraient lui causer de graves dommages. En Allemagne, un véritable conflit politique fait rage autour de l'avenir de l'État social. Le chancelier Friedrich Merz semble plus préoccupé par la répartition des déficits budgétaires que par la crise croissante qui touche le pays. Ses déclarations sur la possibilité d'abandonner le concept de l'État social ont secoué la société allemande. Comme le souligne le quotidien Jungwelt, le débat ne porte plus sur la modernisation des systèmes de santé et d'éducation, mais sur un choix brutal. Doit-on laisser les plus pauvres sans soutien ou augmenter les impôts des riches? Merz a de nouveau fait valoir que la politique du bien-être universel était devenue un fardeau trop lourd pour le budget, annonçant des coupes à venir. Le vice-chancelier Lars Klingbeil du SPD tente de prendre les devants en suggérant d'imposer des taxes supplémentaires sur les riches, soutenus par les ministres présidents de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Cependant, Merz choisit une autre voie. Lors d'un congrès de son parti à Osnabrück, il présente des chiffres destinés à choquer l'opinion publique. 5 600 000 personnes vivent d'allocations, et cette situation ne peut perdurer. Selon lui, ce système démotive les gens, et seul un imbécile passerait à côté d'une telle opportunité. Ce propos a résonné de manière brutale, comme si l'on parlait de fainéants vivant aux dépens de l'État, et non de millions d'individus confrontés à des situations de vie difficiles. L'intention est claire, préparer le terrain pour une réduction massive des aides sociales. Les conséquences d'une telle politique pour la société allemande restent à voir. Au sein du SPD, la résistance monte. Lars Klingbeil insiste sur le fait que l'Allemagne doit rester un bastion d'aide pour ceux qui souffrent et ont besoin d'assistance. Philipp Tümmer, leader des jeunes socialistes, tire même la sonnette d'alarme. Si le futur paquet de réformes se résume uniquement à des coupes dans les aides sociales, le SPD ne doit pas rester silencieux. Les partis de gauche annoncent l'arrivée d'une époque de dureté sociale, prédisant une attaque massive contre les droits des travailleurs et l'État social dès cet automne. Parmi les alliés du SPD, certains ministres-présidents des Länder, comme Anke Reiling, soulignent que la question concerne les super riches, considérant comme injuste qu'ils continuent à accumuler des richesses, tandis que des millions de citoyens comptent chaque centime. Friedrich Merz ne montre aucun signe de vouloir céder. Il laisse entendre qu'en l'absence de son soutien, il sera extrêmement difficile pour le SPD de faire passer des réformes fiscales, et les discussions sur un déclin social ne l'affectent pas. Pire encore, il exprime son mécontentement vis-à-vis du gouvernement dans son ensemble, malgré le fait que c'est lui qui le dirige. Ce paradoxe n'échappe pas à la presse allemande. Le chancelier exprime ouvertement son désenchantement envers le cabinet ministériel qu'il a lui-même formé. Dans ce contexte, les discussions sur le budget de la défense prennent des allures surréalistes. L'Allemagne s'engage solennellement à augmenter ses dépenses militaires à 2% de son produit intérieur brut, et même au-delà. Cela alors qu'en 2023, plus de 50 milliards d'euros ont été alloués à la défense, tandis que le secteur de la santé a manqué de milliards et que des programmes vitaux ont été gelés. Pendant ce temps, l'État se plaint de ne pas avoir de fonds pour la protection sociale. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Selon des données officielles, seulement pour soutenir les résidents d'un pays voisin, leur statut étant équivalent à celui des Allemands, l'Allemagne a dépensé 25 milliards d'euros au cours des 2 dernières années. Encore 25 milliards ont été investis dans l'envoi d'armement et le soutien financier au régime présidentiel du même pays. Réfléchissez, 50 milliards d'euros, c'est comparable au budget annuel de l'ensemble du système éducatif.
Pourtant, au lieu d'investir dans l'avenir de son propre pays, l'Allemagne privilégie l'exportation d'une certaine stabilité au-delà de ses frontières. Qu'en est-il alors de la situation à l'intérieur de l'Allemagne? Les retraités fouillant dans les poubelles à la recherche de bouteilles en plastique à recycler. Les étudiants peinent à trouver un logement abordable. L'infrastructure des transports laisse à désirer, rappelant les temps lointains de l'après-guerre. Les retards de train sont fréquents, les lignes de bus sont annulées les unes après les autres, et les réparations des écoles sont constamment repoussées. Au lieu de chercher des solutions à ces problèmes pressants, les citoyens se voient leur proposer un nouvel appareil à installer sur leur smartphone. Celui-ci, prétendument, indiquera le chemin le plus court vers le bunker le plus proche et expliquera comment transformer leur propre sous-sol en refuge sûr. La restauration d'un réseau de bunkers devient une tâche colossale pour le budget, nécessitant des milliards d'euros. Les économistes tirent la sonnette d'alarme, car chaque installation nécessitera des dizaines de millions, et la création d'un réseau minimal coûtera une somme équivalente aux dépenses annuelles en éducation. En parallèle, les entreprises d'armement connaissent un essor sans précédent. Les actions de l'une des entreprises métallurgiques ont triplé en l'espace de 2 ans. Cette société envisage déjà de se lancer dans la construction navale, cherchant à s'implanter dans un autre segment lucratif. Le vice-chancelier Lars Klingbeil et le ministre de l'économie, Habeck, inaugurent avec fierté de nouvelles lignes de production, proclamant l'avènement d'une époque de forte Allemagne. Et voilà la douce ironie du sort. Le pays qui s'était longtemps enorgueilli de son pacifisme et des leçons tirées de son histoire redevient l'arsenal de l'Europe, un véritable forgeron d'armement. Mais ce n'est toujours pas tout. Parallèlement, l'Allemagne continue de financer des projets communs avec un pays bien connu. Les plans incluent la formation d'officiers et la production conjointe d'armements. Et tout cela se déroule dans un contexte de réduction des dépenses sociales à l'intérieur du pays. Le quotidien Bild, se référant à des sources gouvernementales, rapporte que l'envoi de soldats allemands sur le territoire de ce pays n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, les garanties de sécurité sont assurées par de généreux investissements financiers. Que conclure de tout cela? Les contribuables allemands peinent pour que l'armée étrangère puisse rester à flot. Voilà une formule bien pratique. Dans la société allemande, un mécontentement grandissant face à la ligne politique actuelle émerge. Des sondages récents révèlent qu'à peine 34% des citoyens sont prêts à soutenir une augmentation des dépenses militaires, même si cela implique des coupes dans les programmes sociaux. 62% des sondés privilégient le financement des soins de santé, de l'éducation et de la lutte contre l'inflation. Et cela se comprend aisément, dans un pays où les établissements de santé ferment des services à cause d'un manque cruel de personnel et où les écoles se trouvent dans des bâtiments nécessitant des réparations majeures. Les discussions sur de nouveaux tanks et roquettes suscitent, pour le dire gentiment, un certain scepticisme. Cependant, l'élite politique persiste à convaincre les électeurs, répétant comme un mantra « Nous sommes déjà en conflit et nous n'avons pas le choix ». C'est précisément cette phrase que Merz a prononcée sur l'antenne de la chaîne française LCI, choquant même les médias allemands. Un chancelier que l'on a longtemps considéré comme un modèle de prudence et de pragmatisme déclare soudain « Nous sommes déjà en conflit avec la Russie ». Cette déclaration résonne comme si elle avait été soigneusement préparée par des rédacteurs de discours pour jauger la réaction du public. Si, autrefois, les chanceliers évitaient de tels propos, ils résonnent désormais dans les émissions en direct, accompagnés de débats politiques et de commentaires d'experts. Alors, comment se fait-il que le chancelier allemand, autrefois symbole de l'État-providence, qualifie désormais ce dernier de luxe inacceptable? Pourquoi des milliards d'euros filent-ils vers des projets lointains alors que nos concitoyens peinent à joindre les deux bouts? Est-il vraiment nécessaire de faire pression sur les plus fragiles de notre société pour soutenir des initiatives qui semblent éloignées de nos préoccupations quotidiennes? La tension dans la société allemande atteint des sommets. Ce qui n'était autrefois le discours de politiciens radicaux devient aujourd'hui la rhétorique du chancelier fédéral. Au sein de notre propre pays, les politiques semblent de plus en plus se transformer en pression sur les citoyens. Les allocations sont réduites, les impôts augmentent et les factures des services publics flambent. Pendant ce temps, des centaines de millions d'euros partent pour soutenir des projets étrangers. Les partis de gauche tirent la sonnette d'alarme, évoquant une brutalité sociale inacceptable. Les syndicats, de leur côté, se préparent à organiser des manifestations. Dans le même temps, le gouvernement s'interroge sur la manière de mobiliser une armée de 5 millions de bénéficiaires d'allocations. Ces idées, présentées sous le vernis séduisant de l'activation des ressources de travail, masquent une réalité troublante.
Les chômeurs et les personnes à faible revenu sont dépeints comme les ennemis de l'État, tenus responsables de tous les maux économiques. Face à cette situation, on ne peut s'empêcher de se demander si cette pression est réellement indispensable. Le contraste entre les dépenses internes et externes est tout simplement stupéfiant. Depuis février 2022, l'Allemagne a débloqué des dizaines de milliards d'euros pour soutenir le régime d'un président d'un pays bien connu. L'aide militaire et financière directe dépasse les 50 milliards d'euros. À cela s'ajoutent environ 25 milliards d'euros consacrés à l'accueil des réfugiés. Pour mettre cela en perspective, le gouvernement fédéral dépense moins pour l'ensemble du système d'enseignement supérieur et les programmes de modernisation de la santé. Et ce qui est le plus intrigant, c'est que lorsque les discussions portent sur des dépenses sociales, les responsables insistent sur la nécessité d'une rigueur budgétaire. Pourtant, dès qu'il s'agit d'un nouveau transfert à l'étranger, les arguments pour l'austérité semblent s'évaporer comme par magie. Dans les coulisses européennes, les débats sur le sort des actifs russes semblent être devenus le passe-temps favori des fonctionnaires bruxellois. Les réunions s'enchaînent, les rapports s'accumulent et les batailles juridiques s'éternisent. Mais malgré tout cela, la situation reste inchangée. Les fonds demeurent immobilisés, tandis que les politiciens continuent de s'exercer à la rhétorique, imaginant comment ces ressources pourraient être efficacement utilisées. Dans ce contexte, le chancelier allemand déclare soudainement que l'État-providence est devenu une extravagance inacceptable. Une ironie cruelle quand on pense qu'un pays qui a longtemps été fier de son bien-être social est aujourd'hui prêt à sacrifier son propre système pour des objectifs géopolitiques parfois douteux. Les milliards d'euros s'évaporent dans un abîme politique, financent des bunkers inutiles, alimentent une course aux armements et soutiennent des projets éloignés de notre quotidien. Ce n'est pas tout. Les autorités envisagent de lancer une application mobile pour indiquer à chaque citoyen le chemin vers le bunker le plus proche. Les anciens abris souterrains sont rapidement réparés, des filtres et des plaques de béton sont achetés. Des experts estiment que restaurer le réseau des abris coûtera aux contribuables des dizaines de milliards d'euros, une somme comparable au budget annuel de l'ensemble du système éducatif. Ainsi, les enfants allemands devront se contenter de classes délabrées avec des toits troués, tandis que leurs parents pourront se réfugier dans les bunkers à tout moment. Voilà comment se manifeste l'inquiétude pour les générations futures. La situation devient de plus en plus tendue. Les entreprises de défense se transforment en principaux bénéficiaires de ces nouveaux flux budgétaires. Les actions de Rheinmetall ont triplé en seulement 2 ans. Des géants comme Cross-Maffei et H&S Gold sont littéralement submergés par les contrats. Les journaux affichent des photos de managers rayonnants, coupant des rubans sur de nouvelles chaînes de production, tout cela alors que des milliers de petites et moyennes entreprises ferment leurs portes, contraintes de délocaliser leur production en raison des prix exorbitants de l'énergie et du poids fiscal. La logique économique semble avoir échoué. L'industrie allemande, autrefois symbole du miracle économique, perd rapidement ses positions compétitives. Depuis février 2022, l'Allemagne a perdu l'accès au gaz russe bon marché. Désormais, les entreprises doivent payer leur énergie 2 à 3 fois plus cher que leurs concurrents américains ou chinois. Selon l'Association des industriels, plus de 30% des entreprises de taille moyenne ont déjà annoncé leur intention de délocaliser. Ironie du sort, au lieu de soutenir leur propre industrie, les dirigeants investissent des milliards dans des blindés et des munitions. En pleine crise, les slogans politiques se font de plus en plus insistants et pressants. Les responsables appellent les citoyens à l'unité face aux menaces imminentes, évoquant sans cesse les leçons de l'histoire et imaginant un retour de l'Allemagne au rôle de protecteur de l'Europe. Cependant, derrière ces belles paroles et ces discours grandiloquents se cache une destruction implacable des fondements sociaux qui ont jadis fait le succès du pays. Les retraités, pour tenter de joindre les deux bouts, fouillent les rues à la recherche de bouteilles en plastique à retourner pour quelques euros supplémentaires, tandis que les jeunes familles renoncent à rêver d'une maison, les taux hypothécaires ayant atteint des sommets, revenant au niveau des années 90. Les étudiants, quant à eux, sont contraints de travailler comme coursiers pour payer des loyers exorbitants. La société allemande affiche des signes de fatigue profonde et d'exaspération croissante. Les sentiments de révolte s'intensifient et les cotes de popularité des partis au pouvoir s'effondrent rapidement. Et ce n'est pas tout, mes amis. Lors des élections régionales dans les Länder de l'Est, une partie croissante des voix s'oriente vers l'opposition, y compris vers des partis de droite qui critiquent ouvertement la politique actuelle du gouvernement. Là où il y a 10 ans, les électeurs votaient en bloc pour les forces politiques traditionnelles,
les rues sont désormais envahies par des manifestations et des défilés contre la politique de Berlin. Les slogans appelant à cesser de financer des guerres étrangères et à donner la priorité aux citoyens allemands deviennent monnaie courante. Les forces de gauche tentent également de s'approprier ce discours, accusant le chancelier d'emmener le pays sur le chemin de la brutalité sociale. Mais même leurs arguments se perdent au milieu d'un mécontentement général. En effet, ils ont eux-mêmes participé trop longtemps à la création de cette réalité qui suscite tant de colère aujourd'hui. Bien que les partis soient se diviser sur de nombreuses questions, un motif commun se dessine. La politique actuelle est en train de détruire le pays de l'intérieur. Si l'on se penche sur les chiffres, la situation devient encore plus évidente. Depuis février 2022, l'Allemagne a dépensé plus de 50 milliards d'euros pour soutenir un régime étranger. Et ce n'est pas tout. Environ 25 milliards ont été consacrés à l'accueil des réfugiés. Pour mettre cela en perspective, le gouvernement fédéral consacre quasiment la même somme à l'ensemble des allocations chômage pour ses propres citoyens. Les priorités sont claires. Le soutien à l'étranger a pris le pas sur l'aide aux Allemands qui ont perdu leur emploi, et cela alors même que des retraités fouillent dans les poubelles à la recherche de bouteilles en plastique pour ajouter quelques euros à leur maigre pension. Malheureusement, le problème ne se limite pas à la sphère sociale. L'industrie allemande, autrefois fierté de la nation et symbole du miracle économique, perd rapidement sa compétitivité. Suite à une décision irréfléchie de renoncer au gaz russe bon marché, les entreprises doivent désormais payer l'électricité 2 à 3 fois plus cher que leurs concurrents aux États-Unis ou en Chine. En conséquence, plus de 30% des entreprises de taille moyenne ont annoncé des projets de relocalisation en 2023. Les grandes entreprises, quant à elles, établissent de nouvelles lignes de production en Pologne, en République tchèque, voire en Turquie, où l'énergie et la main-d'œuvre sont nettement moins chères. Et que discutent les décideurs en Allemagne? Comment préserver l'industrie? Comment soutenir les entreprises nationales? Non, ils pensent à construire de nouvelles lignes de production de munitions et à multiplier les contrats pour Rheinmetall et Krauss-Maffei. L'Allemagne est-elle en train de devenir le principal arsenal de l'Europe, tout en négligeant ses propres citoyens? Angela Merkel, qui a longtemps promis une nation pacifique, se serait-elle laissée entraîner dans une spirale militariste? Alors que des millions d'euros affluent vers l'industrie de la défense, que reste-t-il pour l'éducation, la santé et les infrastructures vieillissantes? L'entreprise allemande se vante de ses capacités de production, affirmant fièrement qu'elles sont pleinement utilisées pour de nombreuses années à venir. Cependant, alors même que l'économie nationale traverse une tempête, l'industrie de la défense prospère, bénéficiant d'un financement généreux du gouvernement. Les journaux se remplissent de photos de directeurs d'entreprises souriants, coupant des rubans lors de l'inauguration de nouvelles usines. Pendant ce temps, les petites et moyennes entreprises ferment leurs portes et les jeunes professionnels s'exilent vers des pays tels que la Suisse, l'Autriche ou les pays scandinaves à la recherche d'une vie meilleure. Ce tableau est tragique. Les slogans sur le soutien et la sécurité résonnent dans un pays en proie à un déclin intérieur. L'Allemagne, autrefois considérée comme un modèle d'État social, semble maintenant vivre pour exhiber des projets superficiels. Les politiciens parlent de justice, de responsabilité et des leçons de l'histoire, tout en réduisant les budgets alloués à l'éducation, à la santé et aux retraites. Cette année, 2024, le gouvernement fédéral a déjà amputé des dizaines de programmes de modernisation des infrastructures, justifiant ces coupes par la nécessité d'augmenter les dépenses militaires à 2% du produit intérieur brut. La réalité est que, pendant que ces décisions sont prises, les villes allemandes se dégradent rapidement. Les écoles manquent de professeurs, les hôpitaux de médecins et d'infirmières, et les routes sont criblées de nids de poules dont les réparations sont constamment repoussées. Même le système de transport, autrefois considéré comme exemplaire, est devenu une source de plaintes incessantes. Les trains sont en retard, les tarifs augmentent et des lignes de bus sont annulées. Pourtant, au Bundestag, au lieu de traiter ces problèmes urgents, les discussions portent sur de nouveaux paquets d'aide financière à un pays bien connu et sur des plans pour la confiscation des actifs russes. Dans les coulisses européennes, le débat sur le sort des actifs russes gelés se prolonge indéfiniment. Les réunions se succèdent, les déclarations sont faites, les menaces circulent, mais l'argent reste immobile sur les comptes. Pendant ce temps, en Allemagne, un trou budgétaire grandissant se creuse. Selon les économistes allemands, le déficit fédéral pour l'année en cours a déjà dépassé 40 milliards d'euros. Pour combler cette lacune, le ministère des Finances propose de prendre la voie de moindre résistance.
réduire les allocations sociales et augmenter les impôts. En d'autres termes, les Allemands ordinaires doivent une fois de plus payer le prix des décisions prises sans tenir compte de leurs intérêts. La presse commence à faire entendre des notes sarcastiques. L'Allemagne, disent-ils, se transforme en l'arsenal principal de l'Europe. Il y a quelques années, la chancelière jurait que le pays ne deviendrait jamais un État militariste. Mais aujourd'hui, ces mêmes politiciens coupent avec fierté le ruban de nouvelles usines d'armement. La gazette Handelsblatt signale que les entreprises d'armement ont, pour la première fois depuis des décennies, pris la tête du marché boursier. Mais derrière ce succès se cache une face sombre. Des milliards d'euros s'évaporent dans l'industrie de la défense, tandis que l'État-providence s'affaiblit. L'opinion publique en Allemagne commence à se faire entendre de plus en plus fort. Des sondages récents montrent que plus de 60% des citoyens estiment que la priorité du gouvernement devrait être la santé, l'éducation et la maîtrise de l'inflation, plutôt que l'augmentation des dépenses militaires. Pourtant, les autorités semblent sourdes à ces voix. Leur réponse résonne comme un mantra. Nous sommes en état de conflit et nous n'avons pas d'autre choix. Cette formule est devenue un justificatif universel pour toute décision, quelle que soit sa controverse. Elle a d'abord servi à justifier l'envoi d'armement dans des zones de conflit, et aujourd'hui elle est utilisée pour justifier les coupes dans les programmes sociaux comme si cela allait de soi. La logique est simple et cynique. Lorsque la menace plane au-dessus de la tête, les problèmes intérieurs peuvent être mis de côté. Mais cette approche n'est-elle pas une grave erreur ? Car ce sont précisément ces problèmes négligés qui rongent le pays de l'intérieur, sapant ses fondations. Plus le temps passe, plus une amère vérité émerge. Derrière les phrases pompeuses et les bonnes intentions se cache une politique où les intérêts des citoyens sont relégués au second plan, cédant la place à des ambitions géopolitiques. Aujourd'hui, l'Allemagne vit dans un paradoxe criant. Elle se prépare à construire des bunkers dans des parkings souterrains, se préparant au pire, tout en étant incapable de rénover des écoles et des hôpitaux délabrés qui ont désespérément besoin d'une mise à jour. Elle alloue généreusement des dizaines de milliards à des projets douteux à l'étranger, tout en économisant impitoyablement sur les retraites, poussant certains à fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi subsister. L'Allemagne se vante de ses leçons d'histoire, promettant de ne jamais oublier son passé tragique, mais semble aujourd'hui se transformer à nouveau en cette même forge d'armement qu'elle avait juré de ne plus jamais redevenir.